Bonjour Kossié Fouy. Bonjour. Alors vous publiez Cantique de l'Acacia aux éditions du Seuil, c'est votre 5e roman. Vous avez aussi publié plusieurs pièces de théâtre. Vous avez reçu de nombreux prix, notamment le Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour La Fabrique de cérémonie et le prix des 5 continents de la francophonie pour Solo d'en revenant. Alors, vous êtes né au Togo, mais j'ai vu que votre éditeur indique né dans le golfe de Guinée. Pourquoi? C'est volontaire. Je me doutais, mais... Il y a dans le roman un personnage de Chris qui dit « Nous n'appartenons pas au pays ». Et je pense comme elle, nous n'appartenons pas à des petits rectangles, des petits triangles, des petits trapèzes dessinés sur une carte, d'autant plus que ces triangles, ces formes géométriques ont été dessinées par le fouet. Donc vous l'écrivez aussi. Voilà, nous appartenons au monde. Nous appartenons au fleuve, nous appartenons à l'océan Atlantique, nous appartenons au golfe de Guinée. Vous anticipez plusieurs questions que je voulais vous poser, mais on y reviendra parce que je voulais... Donc vous vivez en France depuis plusieurs années. Oui. C'est un exil volontaire par rapport à ce qui se passe dans votre pays d'origine, le Togo? Oui, on peut dire ça, mais on peut dire aussi que moi, quand j'ai ouvert les yeux, c'était dans une cabane de pêcheurs face à l'océan. Et donc, j'ai toujours rêvé de voir le monde. Ouais. Il se trouve que je suis né dans un pays qui n'est pas accueillant, il faut le dire. C'est comme des enfants qui viennent au monde dans une famille qui n'est pas accueillante. Quand on arrive à un endroit que le destin étrange fait que vous n'êtes pas accueilli, vous devez faire poser un acte de liberté et de confiance. C'est ce que j'ai fait en faisant le choix de ne plus y retourner. Ouais. Il faut rappeler quand même que le Togo est gouverné depuis maintenant 50 ans. 50 ans par la famille Eyadema, donc d'abord le père et puis le fils depuis 2005. Alors il y a eu des manifestations, c'est très sérieux, il y a quelques semaines et depuis plusieurs mois, il y a eu des morts. J'ai envie de vous demander, si vous étiez invité par le président Macron ou par le gouvernement français, qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à la situation de votre pays? Je n'ai rien à leur apprendre. La position de la France vis-à-vis de cette dictature est connue de tous depuis qu'un demi-solde, comme ils s'appelaient eux-mêmes à l'époque, ces mercenaires qui ont travaillé pour l'armée française en Indochine et en Algérie, ont pris le pouvoir au Togo. Voilà, des livres ont été écrits sur le soutien apporté par l'État français à ce système. Bon, c'est un mystère pour moi. Le Togo ne représente aucun intérêt économique. Alors, il doit bien y avoir des choses d'ordre mafieux auxquelles je n'ai pas accès. Ouais. Voilà, moi, je suis un romancier. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs morts ces derniers jours et c'est un peu le silence, en tout cas l'indifférence à Paris. Oui. On se souvient que quand le printemps arabe a commencé en Tunisie, on a mis du temps, les médias français ont mis du temps pour en parler. Voilà. Vos livres qu'il faut un peu plus de morts. Kossié Fouy, vos livres, ils sont lus au Togo? Je pense que oui. Je viens d'avoir un coup de fil d'un de mes anciens professeurs à l'université qui vient de le finir. Voilà. Donc je pense que ça va circuler. Alors c'est difficile de parler d'un roman, évidemment. Ce Cantique de l'Acacia, c'est l'histoire d'une famille. Alors finalement, ça se passe au Togo, au Ghana, surtout en Côte d'Ivoire d'ailleurs. On passe les frontières. Les frontières, c'est important pour vous? Oui, je parlais tout à l'heure des cartes... de la carte d'Afrique avec ces petites figures géométriques. Il y a un rêve panafricain dont moi j'ai été nourri quand j'étais jeune homme et dont toute une génération a été nourrie, dont la génération de mon père, la génération des indépendances a été nourrie. Moi, je suis considéré, voilà, je fais partie de ce qu'on appelait les enfants de l'indépendance, les enfants des indépendances. Et nous avons été nourris du rêve panafricain, donc d'un traitement moderne de ces frontières-là. Vous les considérez comme artificielles, ces frontières, d'une certaine manière? Absolument, oui, bien sûr. Alors, toute frontière est artificielle. La question est de savoir qui les a tracées, dans quel intérêt. Puisque toute frontière est artificielle, retraçons librement. Alors vous avez parlé des indépendances et vous dites dans le livre que, enfin vous faites dire à un personnage que les seuls événements révolutionnaires du XXe siècle, ce sont les indépendances africaines et le rock'n'roll. Je suis absolument persuadé que les deux grandes révolutions du XXe siècle, ce n'est pas Lénine qui a, je sais pas, Lénine n'en fait pas partie. Les deux grandes révolutions, c'est le rock'n'roll et les indépendances. Parce que le XXe siècle témoigne quand même de la colonisation des corps
corps. Pas seulement de la colonisation des territoires, mais de la colonisation des corps. Et ce que le rock'n'roll et les prophètes du rock'n'roll sont venus annoncer, c'est le retour du corps vertical. Et ça vient du blues. Et ça vient d'un endroit, des corps martyrisés, des corps soumis au danger permanent. Et c'est eux qui ont apporté au monde cette belle violence. Vous aimez bien le blues, vous en parlez dans le livre. Oui. Notamment de J.B. Lenoir. De J.B. Lenoir, qui fait partie de quelques rares bluesmen à toucher directement aux politiques. Qui était de l'Alabama, je pense, un État américain extrêmement marqué par le racisme. Par le racisme et les corps noirs pendus aux arbres et brûlés, oui. Les strange fruits. Les strange fruits, oui. Alors, la grand-mère dans ce livre, je pense que c'est le personnage principal du livre. Elle s'appelle Grace, elle est guérisseuse, un peu devin. Je ne sais pas si on dit devine, mais en tout cas... moi, je dis devineresse, mais je ne suis pas très sûr. Bon, alors, vous avez une très belle langue, d'ailleurs. Je peux vous le dire, vous écrivez très, très bien. Je voudrais citer, par exemple, ce que vous dites sur la voix. Et vous dites, la voix, c'est la signature de l'âme personnelle. C'est aussi personnel que l'empreinte du doigt, aussi personnel que le tracé de la silhouette qui rend quelqu'un reconnaissable au loin. Loin avant le visage, c'est la forme la plus corporelle de l'esprit de l'homme. C'est beau. Merci. Alors, il y a aussi le grand-père, donc Silvano, qui est un homme. Alors lui, il est marrant aussi parce que il croit dans les temps modernes, lui. Il adore la radio, par exemple. Oui, ça fait partie de ces personnages qui ont introduit dans les arrière-pays la technologie moderne. Moi, c'est des personnages qui me fascinent parce qu'ils ont amené ce qui a révolutionné réellement l'Afrique. Et c'est la vapeur, c'est l'électricité, voilà, ils ont apporté des objets comme ça parfois qui ont devancé l'électricité. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans cette histoire, dans cette famille? Parce qu'il y a aussi Joyce qui en fait, c'est un livre poétique, donc on traverse le temps, et Joyce, elle est photographe, elle devient journaliste, photographe, et son grand-père, justement, comment dirais-je, Silvano, il avait un appareil photographique, il prenait des photos, donc elle perpétue... expliquez-nous le rapport entre Joyce et son grand-père. Disons que Joyce avait affaire à une nouvelle identité et aussi à des territoires qui se dissolvaient. C'était ça, sa jeunesse. Et c'était à ça qu'elle devait faire face. Et elle a hérité d'une compréhension du monde de sa grand-mère et de son grand-père. Adoptif. Oui, sa grand-mère adoptive, oui. Ouais. Et de son grand-père adoptif aussi. Et aussi d'un outil qui est l'appareil photo, qui est un outil d'écriture. Ouais. Et ce qu'elle a appris de sa grand-mère, c'est qu'il faut écrire sa vie. Et donc... elle l'écrit en images. Elle l'écrit en images. Et en témoignage. Et en témoignage. Voilà, écrire sa vie, ce n'est pas sa vie individuelle. Nous sommes traversés par d'autres vies, et c'est de ça qu'elle témoigne. Ouais. Ouais. Alors la grand-mère, elle chante des chants créoles d'Haïti. On en a retrouvé, hein. Je crois qu'on on va l'écouter ensemble. Voilà, on va écouter ça. C'est important, c'est qu'on dirait ce rapport avec Haïti, avec la langue créole. Et là, nous parlions des frontières tout à l'heure. Ouais. Et donc cette connexion spectrale entre le golfe de Guinée et Haïti, pour moi une évidence de territoire commun et d'imaginaire partagé. Et d'histoire aussi de la traite. Oui. L'histoire de la traite et de la résistance symbolique du vaudou, par exemple. Qu'on retrouve évidemment beaucoup en Haïti et aussi dans le golfe de Guinée. Voilà, où sont les frontières. Voilà. D'ailleurs, la grand-mère, à propos de frontières, on en a déjà parlé, mais elle dit à la fin du livre, nous n'appartenons pas à ces pays faits de main d'hommes. Et vous avez évoqué le fouet du Seigneur qui tailla le Ghana, le Sénégal, évidemment c'est le colonisateur, le Niger. Pas un seul pays qui ne fut taillé par le fouet. Nous appartenons plutôt à la lune qui fait les marées et les menstrues. C'est beaucoup plus poétique. C'est ce que je crois. Alors, Kofi, vous êtes un écrivain de langue française. Un écrivain francophone africain, quelle est votre identité? Je sais que c'est une question qu'on vous pose très souvent, qui vous énerve peut-être un petit peu, mais est-ce que vous êtes un écrivain africain?
si l'on veut, j'espère qu'il y aura un jour une Afrique dont je peux témoigner aujourd'hui de l'identité anticipée. Je ne pense pas que l'Afrique existe. Je pense que Felwine vient de passer avant moi, elle pense la même chose que moi, qu'il faut rêver l'Afrique. Si nous nous disons africains, c'est une Afrique que nous fantasmons, que nous rêvons, et c'est pas une Afrique qui est là et dont nous procédons. C'est pas une Afrique ancestrale, c'est une Afrique dont nous allons accoucher et dont nous accouchons aujourd'hui. En ce sens, oui. Alors la langue française, c'est très bien qu'on l'ait gagnée, c'est-à-dire que c'est une histoire de résistance. Dans les rapports dominant-dominé, la meilleure chose et la chose la plus intelligente que puisse faire le dominé, c'est de se saisir de la langue du maître pour qu'il comprenne qu'il n'y a plus de langue du maître. C'est un premier acte de libération. Ouais. Qu'est-ce qui fait littérature pour vous? La poésie. La poésie, c'est ce qui peut être chanté. Il y a un drame dans ce livre, c'est les corps dispersés de gens qui ont été massacrés et dont les ossements remontent à la surface. Mais pendant longtemps, on n'a pas mis en musique ces corps disparus, on n'a pas mis en parabole, on n'a pas fait une statue, une œuvre d'art. Ouais. Alors si je pense littérature, c'est toujours en lien avec cette mémoire sensible d'autres vies qui nous traversent encore une fois et dont nous sommes appelés à témoigner en même temps que notre propre vie. Merci Kossi Efui, on en pourrait parler des heures avec vous. Je rappelle le titre de ce très beau livre, votre dernier roman, donc Cantique de l'acacia aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. Venu en parler dans 64 minutes.